Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo qui reviendra sur toutes les séances que j'ai pu faire lors du mois d'octobre au cinéma. Dans un premier temps, je vais d'abord revenir sur les films que je n'ai pas pu aller voir au cinéma pour des raisons X ou Y. Alors, dans un premier temps, il y a Julie en 12 chapitres de Joachim Trier qui me tentait vraiment bien, mais malheureusement, pas de distribution dans mon cinéma et vous verrez que c'est pas le seul film, malheureusement. Je ne suis pas allé revoir Eiffel. Alors Eiffel, j'en ai déjà fait la critique dans une autre vidéo. Vous pouvez aller la revoir d'ailleurs. J'avais pas vraiment apprécié le film, donc je ne suis pas allé le revoir. Donc Eiffel, je ne suis pas allé le revoir. Je n'étais voir aucun film d'animation. Alors ça me tentait pas forcément, La Famille Adams, etc. Je ne suis pas allé voir Le Peuple Loup parce qu'il est pareil, problème de distribution dans mon cinéma. Autre film, c'était peut-être l'attente que j'avais le plus ce mois-ci, et je n'ai pas pu aller le voir, c'est Pleasure, hein, ce film un peu choc sur l'industrie du monde pornographique. Je l'attendais vraiment, pareil, mauvaise distribution, mais apparemment ce n'est pas forcément qu'en province, donc sans regret, mais j'attends de le voir rapidement. Je ne suis pas allé voir Venom, parce que déjà je n'ai pas vu le 1, et parce que vous savez très bien que ce type de cinéma ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas allé voir Halloween Kills non plus, puisque... alors j'avais bien aimé pourtant le premier, hein, sorti en 2018 je crois, mais je sais pas, les premiers retours m'ont un peu refroidi et puis ça restait quand même pas une prio, donc peut-être que je me le regarderai chez moi, mais voilà. J'ai encore eu un mois assez, enfin je vais dire assez chargé, donc j'ai pas pu aller énormément de fois au cinéma. J'ai été voir que 6 films au cinéma ce mois-ci, et donc dans mes priorités, il y avait certainement pas Halloween Kills. Je n'ai vu aucune comédie française, je n'ai pas été voir Le Trésor du Petit Nicolas, je n'ai pas regardé 8 rues de l'humanité avec Danny Boone sur Netflix parce que je suis très méfiant et j'ai peur d'attraper des boutons. Je n'ai pas vu Pig avec Nicolas Cage, problème de programmation également. Je n'ai pas vu non plus le dernier Wes Anderson, The French Dispatch. Pareil, problème de programmation, il ne passait pas dans mon cinéma. Donc, alors je suis pas forcément ultra fan de Wes Anderson, hein, j'aime certains de ses longs métrages, mais pas tout. Mais voilà, j'aurais quand même voulu découvrir ce film au cinéma. Et je n'ai pas pu voir non plus Last Night in Soho d'Edgar Wright. Celui-là, par contre, il était dans mon cinéma. Seulement, il est tombé une semaine où j'avais énormément de choses à faire. Et c'est assez compliqué de tout mêler, donc je ne suis pas allé au cinéma. Et donc la deuxième semaine, programmation horrible. Il ne passait plus qu'une séance par jour dans mon cinéma. Les jours où on travaille à 14 heures, donc forcément c'est très compliqué de le voir. Dommage. Edgar Wright, je n'ai pas aimé son dernier Baby Driver. Par contre, j'aime bien, comme tout le monde, la trilogie Cornetto, hein, notamment Hot Fuzz, que je trouve vraiment excellent. Mais donc voilà, je regrette un peu de ne pas l'avoir vu, mais bon, ça fera partie des films que je me rattraperai certainement en fin d'année. Voilà, donc après avoir parlé des films que je n'ai pas encore vus, je vais vous parler cette fois-ci des films que je suis allé voir. J'ai repris par ordre chronologique, et donc le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est le dernier James Bond, No Time to Die, Mourir peut attendre en français. Alors mon rapport avec James Bond, il est assez compliqué parce que j'ai mis longtemps à rentrer dans cette franchise. Je sais plus, je l'ai peut-être évoqué, je crois, sur le live avec Julien de Ciné Série Galaxy. J'ai mis un temps à rentrer dans l'univers James Bond. Et au final, j'aime beaucoup les premiers Action Connery, c'est-à-dire Dr. No, Goldfinger, Bon baiser de Russie, etc. etc. Et il y en a beaucoup que j'ai pas vu chez Roger Moore, Timothy Dalton, tout ça. Par contre, j'ai vu Casino Royale et Skyfall que j'aime beaucoup. J'ai pas vu tous les James Bond avec Daniel Craig, Spectre, Quantum of Solace, mais j'avais quand même très envie d'aller voir ce No Time to Die. L'abondance me faisait vachement envie, et puis voilà, c'est toujours... c'est rare que je vais voir un film d'action, un film avec beaucoup de cascades, etc. De temps en temps, ça fait du bien au cinéma d'aller voir un peu du grand spectacle. Et donc je suis allé voir ce dernier James Bond, que j'ai trouvé bien. Mais j'aurais pas forcément le même avis que les fans hardcore de James Bond, même de la période Daniel Craig. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un film très rythmé, qui prend clairement le parti pris de l'émotion, plutôt que d'une construction scénaristique complexe. Ça fait peut-être son défaut, mais en tout cas c'est un parti pris et ça on peut pas empêcher. On a voulu mettre, j'ai l'impression, dans ce No Time to Die, beaucoup de choses. Trop de personnages, on a voulu développer trop de personnages, trop de situations, faire revenir des personnes. Bref, il y a un côté un peu too much dans cette conclusion. Et même et au détriment de, par exemple, du nouveau méchant joué par Rami Malek, où son plan est beaucoup trop bête et qui aurait mérité en tout cas un développement plus intense.
Du coup, ça peut donner parfois l'impression que ce Mourir peut attendre est un peu confus et un peu brouillon. Néanmoins, moi qui ne suis pas forcément fan de la franchise comme certains peuvent l'être, j'ai apprécié ce moment. Je trouve que ça fait une belle conclusion de l'arc narratif Daniel Craig. C'est quand même 5 épisodes qui ont permis d'éviter que le personnage de James Bond se ringardise. Parce que c'est vrai que c'était pas gagné. Et je trouve que ça a vraiment apporté un vent de fraîcheur à cette franchise. Maintenant, j'espère que le prochain James Bond sera à la hauteur. Mais en tout cas, pour ceux qui ont aimé, pour ceux qui aiment James Bond et ceux qui ont aimé la saga Daniel Craig, ben, allez-y, les yeux fermés, je pense que vous allez aimer. Ensuite, je suis allé voir, alors je sais pas si c'est ma peut-être, oui, c'est peut-être, non, c'est pas mon coup de cœur de ce mois-ci, mais en tout cas, j'étais très content de ce film, c'est Le Dernier Duel, réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott, c'est un réalisateur que je défends, même si effectivement il fait beaucoup de choses mineures depuis les années 2000, hein. Euh, je pense qu'on a tendance à le décrire à tort par rapport à Prometheus, Alien Covenant, etc. Ça reste quand même quelqu'un avec de grandes idées de réalisation, et là il nous l'a montré dans son retour au film historique. J'ai beaucoup aimé, le casting est vraiment excellent, Matt Damon, Adam Driver, ça envoie du lourd. Et forcément, pour ceux qui l'ont vu, il y a un côté Rashomon de Kurosawa que je n'ai pas vu, hein, mais on m'a un peu raconté la façon dont c'était narré. Et moi j'adore comme ça quand on confronte les différents points de vue. Ça permet d'exploiter beaucoup plus le point de vue historique du récit, mais également de développer vraiment l'arc narratif de l'amitié entre les deux personnages principaux de Matt Damon et Adam Driver. J'avais quand même trouvé que l'exposition du film était un peu maladroite. J'ai mis un bon petit quart d'heure à rentrer vraiment dedans. Au début, j'y arrivais pas, et puis progressivement, je me suis laissé prendre, et à la fin, je me suis vraiment pris une belle claque. Les scènes de bataille sont assez percutantes. J'ai beaucoup aimé au cinéma, c'était assez intense, il y avait une très bonne gestion du son, pour certains c'était trop fort, pour moi ça me mettait complètement en immersion. Et bah voilà, le fait de parler de la même histoire de différents points de vue, bah, ça montre que dans la vie tout est perception. Et c'est ça qui est très bien dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de mensonge, aucun personnage ne ment en réalité, c'est juste que chacun le perçoit différemment. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très malin de la part de Ridley Scott. C'est un film qui est assez féministe, hein, mais du féminisme relatif, c'est-à-dire que ça défend le point de vue de la femme, mais c'est pas la façon dont on est habitué de les voir ces derniers temps au cinéma. Et pour moi, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant. Donc, Le Dernier Duel de Ridley Scott, je recommande vivement, et j'ai hâte de voir son House of Gucci qui sort là, c'est le 24 novembre, le jour de mon anniversaire. Donc, je pense savoir quoi faire le jour de mon anniversaire. Troisième film que je suis allé voir, alors là je serais beaucoup moins gentil, je suis allé voir L'Homme de la Cave. Je n'ai plus le nom du réalisateur ou de la réalisatrice en tête, mais c'est avec François Cluzet en tête de casting, et c'est un film que je n'ai pas du tout aimé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, si vous voulez, c'est un couple de... Voilà, on va dire, c'est un peu stéréotypé bobo parisien, hein, qu'ils ont un appartement, ils vivent, voilà, vous savez, il y a une cour au milieu entourée de plusieurs immeubles, et c'est tout des personnes avec un revenu assez conséquent. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont une vie, ils ont plutôt une belle vie. Et puis en fait, la famille décide de vendre la cave, la cave qui leur appartient à l'immeuble, à un homme seul, et ils vont se rendre compte en fait progressivement que cet homme a des mauvaises intentions. Alors, je ne vais pas revenir sur parce que je vais vous gâcher une partie je vais vous spoiler en fait, hein. Quelles sont les intentions de cet homme à la cave. Mais c'est quand même un film, pour développer le thème, hein, qui va parler un peu du complotisme et de l'antisémitisme, sujet très délicat, et j'ai trouvé j'ai trouvé que les points de vue et la façon dont c'est narré, ça passe à côté de son sujet. On est toujours du point de vue du couple qui se fait agresser, et je trouve que ça passe pas très bien, parce que il n'y a pas grand chose qui nous est montré à l'écran, c'est que des on-dit, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on a même l'impression que le couple est plus chiant que le mec qui vit à la cave. Et ça, je trouve que ça passe à côté de son sujet. Et justement, la fin du film, pour moi, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Ça foire totalement ce que ça veut raconter. C'est dur de le dire sans spoiler, hein. Mais pour moi, il y a vraiment un véritable souci de point de vue. Et ça rend l'écriture vraiment peu subtile. Mais alors là, une subtilité zéro. Je pense notamment à une scène où... alors je vous la raconte, c'est pas vraiment du spoiler. Mais voilà, le père de famille félicite son beau-père parce qu'il a vaincu quelque chose, bref, et il le surnomme de rescapé.
Et la femme se met en colère en disant arrête d'utiliser ce mot-là, les rescapés, c'est pour les camps. Et moi, ça, ce genre de phrase téléfilm, TF1, 13h35, écrit avec les pieds, moi ça me fait marrer. Hein. Enfin, je veux dire, moi je peux plus prendre ce long métrage au sérieux quand on a des phrases comme ça, enfin, c'est vraiment pas possible. C'est dommage parce qu'il y a quand même les scènes de la cave qui sont assez bien filmées. En fait, on sent que c'est une œuvre sincère, on comprend tout ce qui veut être dit derrière, on comprend. Il n'y a pas de souci, je ne remets pas en cause l'idéologie avancée, je remets pas en cause le point de vue de l'auteur, mais je remets vraiment en cause la façon dont il a réalisé, la façon dont il a narré, parce que c'est assez lourd comme film. Donc j'ai pas du tout aimé L'Homme de la Cage, je vous le conseille vraiment pas. Le coup de cœur de ce mois-ci, c'est un film français, et c'est Illusion perdue, cette adaptation de Balzac que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui est vraiment très singulier en ce moment dans le paysage audiovisuel français. Adapté du Balzac, une œuvre qui fait quasiment 1000 pages, je pense, peut-être même un peu plus. Voilà, fallait oser et je trouve que le film est vraiment très très bon. C'est un film qui va parler de l'art, qui va parler même de la critique de l'art et qui va même complètement déconstruire le mythe de la critique artistique. Il y a même complètement une scène où on a les deux journalistes qui se font une joute verbale en disant qu'en fait, avec un même argument, on peut soit encenser ou descendre le film, ou enfin le film, pas le film hein, pour le coup, le roman, mais je veux dire, c'est la même chose pour les films au final. Hein, on peut dire d'un côté, ouais, cet auteur a pris des risques, et de l'autre côté, cet auteur est confus, et au final, c'est la même chose en fait. Ça part du même argument. C'est une tragédie. En fait, ce qui est intéressant aussi dans Illusion perdue, c'est qu'il va adopter un point de vue assez contemporain quand même sur ce monde. On est dans les années 1800, fin des années 1800, mais voilà, comment dire, c'est la période de l'histoire où le libéralisme arrive. On a toujours les élites mondaines, et donc les élites mondaines qui vont rencontrer l'argent, et donc forcément il y a un point de vue très contemporain. C'est une tragédie sociale en fait, hein, qui est assez universelle, et j'ai beaucoup aimé parce qu'on parle de l'influence, par exemple des fake news, on parle des problèmes du système politique, on parle du mécontentement du peuple. Bref, je trouve que c'est vraiment très bien réalisé, jolie photographie, très beau décor, très bien joué. Voilà, franchement, allez-y, Illusion perdue, c'est ma petite claque de ce mois-ci. Et si je devais faire un top en fin d'année, je pense qu'il risquerait de se retrouver largement dans le top 10. Encore deux films, et c'est deux films français encore que je vais évoquer. C'est deux films avec Marina Foïs. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, l'autre beaucoup moins. Et celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Barbac, réalisé par Fabrice Eboué. Alors Fabrice Eboué, c'est un auteur, c'est un comique que j'aime beaucoup dans ses spectacles, qui se permet, voilà, cet humour grinçant, qui fait du bien, hein, là où même l'humour est de plus en plus lisse. Et Fabrice Eboué vraiment dénote à ce niveau-là. Il y a pas mal d'artistes comme ça que j'aime, hein. Je pense Jérémy Ferrari, quelque chose de très noir, mais en même temps avec du fond. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Par contre, j'étais quand même assez sceptique avant d'y aller parce que même si l'abondance me faisait marrer, je peux pas dire que Casse Départ et le crocodile de Botswana, ça m'avait vraiment embotté. J'avais pas tellement ri. Et donc, je me posais la question de savoir est-ce que Fabrice Eboué était capable de réaliser tout simplement des longs métrages. Hein. Et oui, Barbac, je trouve que là, il s'est complètement libéré et on retrouve vraiment la patte Eboué. C'est assez drôle de bout en bout. En plus, ce film est assez court. C'est absurde, hein, limite en retirant un peu la violence qu'on peut y voir, on aurait pu avoir du Dupieux en fait. Hein. Et en fait c'est un film qui a quand même un propos assez intelligent parce que voilà, ça parle du véganisme et c'est un film qui prend le parti pris d'être mesuré. En fait, voilà, on a les deux extrêmes dans le film. On a d'un côté les véganes extrémistes et les scènes là sont tordantes. Hein. Dans le trailer on le montre, hein, on a le beau-fils qui nous sort des choses du type vous, ce que vous appelez Château Saint-Émilion, moi j'appelle ça du Château Auschwitz, et moi je suis mort de rire. Et on a d'un côté forcément les bouchers qui vont devenir assassins de vegan. Et donc en fait voilà, c'est un film qui démontre les côtés absurdes de l'extrémisme dans ce débat. Et je trouve que c'est assez réussi. Il y a quelques défauts, moi je trouve que certaines vannes sont un peu en trop. Je pense notamment à une scène où... Enfin, certaines vannes sont un peu gratuites. Certaines vannes, pardon, sont un peu gratuites. Et du coup, ça alourdit parfois l'humour. Mais attention, je chipote.
Je trouve que c'est un film très réussi, c'est peut-être une des meilleures comédies de cette année. Donc Barbac, je vous le conseille vraiment, il est encore en salle, donc allez-y. Par contre, Marina Foïs a joué dans un autre film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La Fracture. La Fracture qui se passe à l'époque des Gilets jaunes, et qui va mettre en scène un couple de lesbiennes qui vont se retrouver aux urgences pour une histoire banale de bras cassés. Et en fait, l'hôpital va être un peu pris d'assaut va subir vraiment de plein fouet cette crise des gilets jaunes, puisqu'ils vont devoir cacher des manifestants, il y a les CRS dehors, et il y a une situation assez tendue. C'est un film que je trouve décevant, tout simplement parce que déjà il ne sait pas sur quel pied danser. Le ton est à la fois pas trop grave, et à la fois assez... Enfin, il y a un fond quand même euh, assez dramatique socialement, hein. Mais le ton n'est à la fois le ton est quelque part entre le léger et le sérieux, et ça va ni à fond dans l'un ni à fond dans l'autre, et donc ce qui fait que parfois c'est assez bancal, on ne sait pas. Moi, pendant une demi-heure, je ne savais pas où me placer en fait dans ce long métrage. Et en plus, je suis un peu déçu parce que c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Moi, je suis quelqu'un voilà, ces thématiques sociales-là, elles me parlent. La crise des Gilets jaunes, ça m'a beaucoup parlé. Moi, je prends partie des gens qu'il faut toujours écouter les gens qui ont faim. C'est vrai, hein. C'est un peu niais de le dire comme ça, mais voilà. Et donc, j'étais très content de voir un film social sur ces thématiques-là, mais je trouve que ça passe à côté. Alors, je pense que dans ce qui avait de maladroit scénaristiquement, c'est de mélanger deux grosses choses. C'est-à-dire qu'il y avait la crise des Gilets jaunes, il y avait la crise des hôpitaux. Et donc, il n'arrive à traiter ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Et parfois, c'est juste effleuré par des scènes complètement maladroites. Et je pense notamment à la dernière rencontre entre le Gilet jaune et le CRS, qui est juste banal, vraiment banal, et couru d'avance. En fait, j'ai trouvé assez contre-productif même ce film, notamment dans la façon de gérer la crise, de parler de la crise des hôpitaux, parce qu'au final, on va se retrouver à un moment donné avec ces hôpitaux débordés. Alors ça, c'est complètement intéressant de le montrer. Par contre, les différents cas qui vont devoir traiter cette nuit-là, eh ben, ça va être de plus en plus dans le misérabilisme, si j'ai envie de dire. Et donc, les hôpitaux sont débordés, mais en plus, les cas, vous allez voir, il va y avoir un accouchement, il y a un cas psy. Et donc, je trouve que aller dans l'exagération, pour moi ça va un peu dans l'exagération quand même, de cet enchaînement de cas, c'est contre-productif. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus terre à terre, et à nous montrer vraiment que les hôpitaux sont surchargés, mais en étant beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la réalité, que là, à la fin, j'avais un peu de mal à croire à tous ces cas qu'on voyait à l'écran. Je trouve que la scène qui fonctionne le mieux pour dénoncer les hôpitaux, c'est dans le départ, quand on voit la salle d'attente bondée, mais avec des gens qui ont mal au bras, des gens qui sont en fauteuil roulant, des gens... Ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû prendre un cas choc, bien traité, bien développé, pour nous parler de ça, parce que là, du coup, on multiplie les sous-intrigues, et au final, ça donne quelque chose de parfois maladroit, vraiment. Donc voilà, en résumé, donc hormis la grosse déception, L'homme de la cave, le fait que je sois très mitigé sur La Fracture, le reste, j'ai passé un bon mois de cinéma. Voilà, j'ai hâte de voir ce que le mois de novembre va me réserver. Je ne sais pas encore à quelle fréquence j'irai au cinéma, mais en tout cas, j'attends vraiment le dernier Clint Eastwood. Les premiers retours me font peur, mais bon, j'ai confiance en mon Clint, donc on verra bien ce qui se passe. On se retrouve très rapidement pour une vidéo collection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces 6 longs métrages que j'ai évoqués. Dites-moi également votre avis sur les films que je n'ai pas pu voir et ceux que vous me conseillez de voir ou non. En attendant, on se retrouve rapidement pour ma vidéo collection et je vous dis à très vite. Salut à tous!